Bonsoir Chérif, j'imagine tu es sûrement préoccupé par le mouton comme beaucoup d'autres téléspectateurs. Bel rat pas, nos cordes restent encore suspendues. Mais Chérif, je ne vous parle pas ce soir du mouton, mais plutôt du pétrole en recevant le président du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage et ancien directeur général de Petrosen. Bonsoir Serigne Mboup. Bonsoir Mamoudou. Pour l'expert que vous êtes, que représente pour vous la perspective d'un Sénégal qui sera dans quelques années un pays producteur de pétrole et de gaz? Une belle perspective, je dirais même une bénédiction de Allah. Certains disent malédiction déjà. Le Sénégal ne connaîtra pas, je l'espère, je le souhaite et j'en suis convaincu, la malédiction du pétrole. C'est une perspective formidable de financement de notre développement. C'est une perspective formidable d'accélération du processus que nous sommes en train de mener vers l'émergence, puisque c'est une perspective qui créera des dizaines de milliers d'emplois sur toutes les échelles, des emplois directs et indirects. C'est une perspective qui permettra d'accélérer nos capacités d'investissement dans des projets d'infrastructures sociales de base, des infrastructures de santé, des infrastructures d'école. C'est une perspective qui nous permettra de bien maîtriser et de bien conduire notre transition énergétique par le financement des technologies innovantes, notamment sur le solaire, sur l'éolienne, sur aussi toutes ces technologies qui aujourd'hui permettent au Sénégal, un formidable pays de services qu'il est, donc de se projeter résolument vers l'émergence économique. Il faudra profiter de la manne financière qui est en jeu. Est-ce que cela est garanti en termes concrets, chiffrés? Je peux donner un chiffre que j'ai pris de M. le ministre de l'Énergie qui parlait récemment donc, des impacts qui sont attendus. Rien que sur le gaz qui est découvert par Cosmos, donc au nord du Sénégal, des revenus estimés à 2,75 milliards de dollars, ce qui équivaudrait à peu près 1800 milliards, c'est à peu près un peu plus de la moitié du budget national, pourrait entrer dès le départ dans les caisses de l'État. Je ne parle pas des revenus tirés du pétrole. Oui, et le pétrole, soyez précis. Bien sûr, parce que je n'ai pas les estimations, je ne suis pas dans les chiffres tels que ça peut être fait par la compagnie et par Petrosen. Certains ne sont pas convaincus en disant que le Sénégal n'a que 10% à travers la SAR sur les contrats. À travers Petrosen. Je pense que ça, c'est extrêmement important d'expliquer. Les 10% sont d'abord des pourcentages, des actions qui sont portées. Les actions portées, c'est qu'en phase de recherche, vous n'investissez pas. Et donc, le Code pétrolier du Sénégal, qui n'est pas, je le rappelle, même pas encore aujourd'hui, un pays de tradition pétrolière confirmée. On a fait des découvertes, on l'espère le devenir plus tard. On pourra réviser le Code pétrolier. Mais au stade où je vous parle, et notamment en 1998, quand ce code a été fait, l'objectif a été d'attirer les compagnies vers notre pays et de rendre donc ce code compétitif et attractif. Et c'est la raison pour laquelle 10 à 20%, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est sur chaque bloc, chaque projet donné dans ce pays. Pourquoi pas 51%? Non, ils sont portés 51%. Oui. Aucune compagnie ne viendrait. Puisque personne ne va venir être actionnaire à 49% et financer la totalité du projet. Et c'est de ça qu'il s'agit en période de recherche. Et ça peut se chiffrer à des centaines, voire des milliards de dollars quand il s'agira de développer. Et donc, Petrosen prend 10 à 20% qui sont négociables, qui sont totalement portés en cas de découverte, en cas de développement, et alors en cas d'exploitation, où le produit est là, les recettes sont sûres, Petrosen peut en ce moment-là investir. Un seul exemple, les forages de Cairn qui ont permis de faire ces découvertes ont coûté chacun 120 millions de dollars, 240 millions de dollars. On dit qu'on aurait dépensé entre 350 et 450 millions de dollars avant d'en arriver là. Ces puits auraient pu être secs, c'est arrivé par le passé. Imaginez-vous un seul instant que Petrosen ait possédé 50 ou 51%. De toute façon, il y a des risques à prendre. Oui, mais à ce niveau et au niveau de notre développement, on peut pas. On pourra le faire demain. Oui, justement, si quand viendra le temps de l'exploitation, pourquoi on serait condamné à rester sur 10, 20%? Le Sénégal vient de démarrer, nous avons un code pétrolier, nous sommes déjà vus autrement par la communauté pétrolière. Aujourd'hui, nous commençons à être pris au sérieux puisque les découvertes qui sont faites sont significatives
et notre bassin reste encore sous-exploré. Nous allons vers une révision du code pétrolier et je suis convaincu qu'à partir de ce moment-là, on pourra prétendre, parce qu'on en a la légitimité, parce qu'on en a aussi la justification économique, non seulement permettre que des pourcentages de pétrole soient plus élevés, mais pourquoi pas que demain, comme la Sonatrach, comme NNPC, comme Saudi Aramco, que Petrosen elle-même prenne des blocs et finance les explorations avec ses propres moyens pour être le seul propriétaire de ces blocs. Le pétrole et le gaz aiguisent les appétits. Il ne coule pas encore du pétrole, mais beaucoup d'encre et de salive. Accusations de non-transparence portées contre le gouvernement dans les contrats pétroliers et gaziers. Vous répondez quoi? Que c'est un débat qui ne se justifie pas. Ah bon? Le code pétrolier... Les Sénégalais n'ont pas le droit de dire il faut que les choses soient transparentes. Polémique, c'est la polémique plutôt. Oui. Mais les Sénégalais ont le droit de transparence, ont l'exigence de transparence. Nous venons de le constitutionnaliser lors du dernier référendum pour ce qui concerne les droits sur donc les ressources naturelles. Ces contrats ne sont pas... Ils sont signés sous 5 versions. Une version est au ministère des Finances, qui est partie prenante. Une autre est à la primature, où le décret d'application est enregistré. Une autre est au ministère de l'Énergie. Une autre est chez Petrosen. Une autre chez les partenaires. Et maintenant, depuis quelque temps, une autre est à l'ITIE, qui est l'initiative pour la transparence sur les industries extractives, qui va publier son rapport, qui est un formidable outil qui devrait rassurer tout le monde, parce que tout le monde y est, les partenaires sociaux, les syndicats, la presse, et donc tout le monde y est. Oui, des soupçons sur le contrat, la transaction passée entre Petrotim et Cosmos, un enjeu de 200 milliards. C'est dans cette affaire que le frère du président Aliou Sall a été cité. Vous êtes au courant de cela? J'ai entendu ça, mais ce n'est pas possible. Je vous ai dit que... Vous le basez sur quoi? Je le base sur la réalité. Je rappelle que j'ai été aussi directeur général du Petrosen. J'ai signé moi-même plusieurs des contrats en cours aujourd'hui au Sénégal. Ah oui? Vous avez signé ce contrat, par exemple? Celui-là, non. Celui-là a été signé justement par le directeur général de Petrosen à l'époque, M. Mbouch. C'était en janvier 2012, le 18 précisément, et par le président Wade et le ministre d'État Karim Wade. Je pense qu'à l'époque, personne ne pouvait penser que ce contrat était destiné aux frères de M. le Président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour revenir sur la législation, il faut comprendre que le Sénégal est un pays qui n'est pas de tradition pétrolière. C'est les toutes petites compagnies pétrolières qui viennent faire l'exploration dans nos pays. On les appelle des independent players. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi l'État du Sénégal n'a pas usé de son droit de préemption? Sur le cas Petrotim, oui. La première chose, c'est qu'on est en phase de recherche. Oui. Et quand on est en phase de recherche, je vous ai dit, Petrosen est limité dans les pourcentages de 10 à 20%. C'est le pourcentage accepté et octroyé à Petrosen qui est un facteur important de l'équilibre global du projet. Donc c'est les partenaires internationaux qui se partagent le reste, et 90% en l'occurrence. Ça, c'est l'équilibre du projet. Le deuxième élément, ces actions sont portées. Donc, pendant qu'on est dans cette phase de recherche, vous avez les clauses de stabilité du contrat. Et on est encore dans les phases de recherche. Y a-t-il eu 90 milliards empochés quelque part? Non, et non seulement il n'y a pas eu de transaction financière, il y a une substitution d'engagement de travaux qui sont ce qu'on appelle des minimum work commitments, que Petrotim s'était engagé à réaliser sur le bloc en termes d'investissement de recherche, que Cosmos est venu prendre en charge. Vous êtes en train de nous dire que Petrotim n'a rien encaissé dans cette opération? Dans cette transaction, c'est ce qui est communiqué. Je pense que c'est une transaction publique. Vous savez que Petrotim, Cosmos sont cotés en bourse, d'où toutes ces informations que vous voyez, c'est des informations publiques. Ensuite, quand les négociations se font, l'État du Sénégal, comme pour toutes les compagnies, a le profil de ces compagnies, qui les possèdent, qui sont ses actionnaires, où ils sont résidents, et après seulement le ministère donc, prend un arrêté pour valider justement l'entrée et la cession de ces parts-là. La préemption d'action est plus importante et plus intéressante et même néfaisable que quand il y a un projet économique déjà en cours, c'est-à-dire en période de découverte. Si quelqu'un vend des actions, comme c'est le cas aujourd'hui, si on entre en production dans un des blocs et un des actionnaires sort, Petrosen peut en ce moment se prévaloir son droit de préemption parce qu'en ce moment-là, l'achat des actions
sera payé. Et demain, de grosses compagnies peuvent venir, par exemple. Alors, il n'est pas garanti que Cosmos... ce n'est même pas garanti. Cosmos est une grande compagnie, mais elle n'est pas un major pétrolier. Dépendant de la taille des investissements, dépendant de beaucoup de facteurs, il n'est pas exclu que les compagnies viennent. Et il faut savoir que dans ce métier, le processus est comme ça. Les petits viennent, investissent, ajoutent la valeur ajoutée, les grands viennent, prennent les investissements plus importants, etc. Et c'est souvent... C'est comme je vous ai dit, nos pays n'accueillent que des toutes petites sociétés. Des toutes petites sociétés à l'échelle des compagnies pétrolières internationales. Mais c'est quand même des sociétés, des petites sociétés à capacité financière de plusieurs centaines de millions de dollars. Vous avez connu un certain Macky Sall à Petrosen. Il a été votre patron en tant que directeur général de cette société. Justement, les gens disent, en tout cas certains le soutiennent, qu'il était au courant déjà de certaines choses. Certains parlent même de délit d'initié. Qu'est-ce que vous répondez? Macky Sall était directeur général de Petrosen 5 mois. Il a été nommé le 15 décembre 2000 et il a quitté au mois de mai comme ministre de l'Énergie. 5 mois. Et si vous sortez les 2 mois de campagne électorale pour les législatives, vous verrez le temps qu'il a passé. Ensuite, il était le directeur général de Petrosen sous le président Wade. Il était le ministre de l'Énergie sous le président Wade. Il a eu des successeurs, Madi Kenya, Samuel Sarr et beaucoup d'autres, qui ont été acteurs et qui ont même, pour certains, signé des contrats. Je pense que si on peut expliquer au Sénégal que le président Macky Sall seul, à Petrosen, savait qu'il y avait une découverte et qu'il n'ait pu la cacher, cette découverte-là, jusqu'à maintenant, c'est un problème. Et le deuxième élément qui clôt définitivement, je laisse faire ce débat, c'est que le permis dont il est question, et encore une fois, a été octroyé par le président Wade pendant qu'il était encore président. Confirmé par le président Macky Sall. Confirmé aussi. Dans le cadre de la continuité de l'État. Très bien. Le décret d'application a été... La situation de la SAR, nous allons quand même en parler. Vous êtes le président du conseil d'administration. Quelle est la situation de la SAR aujourd'hui? C'est une situation stable, une situation satisfaisante, un personnel motivé. En termes chiffrés, c'est important dans une entreprise. Nous sommes aujourd'hui le deuxième ou le premier chiffre d'affaires et nous avons fait cette année 15 milliards de bénéfices et nous sommes tout simplement dans une dynamique que nous pensons consolider pour les prochaines années. Et nous nous positionnons par nos équipes techniques, par nos cadres, à réfléchir sur un plan stratégique qui nous mène à 2024 où les normes africaines vont changer pour voir comment nous devons faire pour consolider notre position, augmenter les capacités de notre raffinerie, mais aussi jouer le rôle de moteur de notre économie en garantissant l'approvisionnement continu du pays, sécurisé, mais aussi en permettant à notre pays de marquer toute sa souveraineté. Évidemment, les découvertes de pétrole qui sont annoncées au Sénégal sont encore une belle annonce pour nous. Ben Laden part vraiment? À ce jour, non. Il était question que le groupe Ben Laden, justement, se retire parce qu'il faut rappeler qu'ils étaient venus avec un package de solutions, prendre 34%, qui serait passé à 51 avec 17% d'actions supplémentaires, moyennant un investissement et sur lequel nous n'avons pas trouvé d'accord puisque nous avons, à la demande des actionnaires, commandité une étude pour l'avenir de la SAR et le schéma que nous avons retenu n'est pas conforme à celui qu'ils souhaiteraient, c'est-à-dire bâtir et créer une nouvelle raffinerie de 5 millions de tonnes, ce qui nous pensons n'est pas en ligne avec les ambitions du gouvernement. Quel schéma retenu aujourd'hui? Je ne peux pas le dire de façon définitive, mais le schéma qui est sûr, c'est la continuité de l'activité industrielle de la SAR. Et qui dit continuité de l'activité industrielle dit nécessité d'investissement pour augmenter ses capacités à 3 millions de tonnes, nécessité aussi de faire en sorte que la SAR soit performante et que soit conforme aux normes nouvelles. Et dans ce schéma, Ben Laden pourrait rester? Pourrait rester ou pourrait partir, mais en tout cas... Quelle est votre préférence? Ah non, je n'ai pas de préférence. Je suis un soldat au service de mon pays et je suis convaincu qu'au niveau du ministère, il y a les réflexions qui doivent se mener pour que nous ayons le meilleur schéma. Dernière question, on va prendre votre témoignage dans l'échange épistolaire entre M. Baba Diaw, patron d'ITOC, et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. M. Baba Diaw soutient dans une lettre que l'ancien Premier ministre voulait la fermeture de la SAR quand il était aux affaires. Vrai? De ce que je sais, c'est qu'il y a eu une réunion, évidemment, à l'initiative de la primature de l'époque,
et dont l'objectif aurait été de voir les modalités de fermeture de la SAR. Sur l'initiative du Premier ministre de l'époque, de la primature. Oui. Et donc, cette réunion s'est tenue, donc, évidemment, finalement présidée par le président de la République lui-même. Et la décision, évidemment, a été justement que la SAR continue d'exercer son métier, qui est un outil industriel. Il faut rappeler, et c'est important, que la SAR est un outil de souveraineté qui a été créé par le président Senghor. À l'époque, on ne parlait pas de découverte de pétrole. Qui a été consolidé par le président Diouf et le président Wade avec l'avènement de Ben Laden. Donc, on a vu que la SAR a été maintenue nonobstant les difficultés qu'elle a connues quand le baril a surenchéri, etc., etc. Et donc, la SAR a été restructurée, les procédures d'approvisionnement réorganisées. Et donc, depuis lors, la SAR est sur une pente, justement, extrêmement positive, avec du personnel totalement sénégalais qui joue pleinement son rôle, qui est un élément essentiel et important dans notre approvisionnement énergétique. Vous n'avez plus entendu parler de rupture de ceci ou de cela. C'est l'équilibre est encore précaire, mais nous devons continuer. Et c'est donc, ça aurait été grave et un manque de vision notoire que de fermer la SAR dans ces conditions-là. Surtout que le président de la République est quand même le premier président ingénieur, a été administrateur de la SAR, ministre de l'énergie, Premier ministre et maintenant président de la République. Et en plus, qu'est-ce qu'on aurait dit si la SAR avait été fermée et 2 ans après ces découvertes annoncées, notre brut sorti du Sénégal, raffiné ailleurs, nous renvoyait en termes de produits finis. Le président Senghor se serait levé quand il nous parlait de l'équilibre sur les termes d'échange. Merci, Serigne Mboup, président du conseil d'administration de la SAR. C'est tout, Chérif, tu l'auras remarqué. On a beaucoup parlé de pétrole ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.